Nous passons à la deuxième table ronde. Je voudrais inviter à mes côtés Simounir El-Bari. Vous n'êtes pas très loin, donc vous pouvez nous rejoindre rapidement. Rabia Al-Janati Idrissi, madame, merci de nous rejoindre. Si Mohamed Zed, responsable du développement, vous êtes là avec nous. Marhaba bik. C'est Adil Gulzim, je vous ai vu tout à l'heure. C'est Adil, merci de nous rejoindre. Madame Hafsa Khalifi. Et Monsieur Driss Nahia, vous êtes directeur général de Polyclean et membre de la FCP. Merci, Madame, de nous rejoindre. Je voudrais juste mettre un cadre à cette table ronde dont le thème est la valorisation des ressources par l'économie circulaire. La valorisation des ressources par l'économie circulaire est un concept clé qui vise à optimiser l'utilisation des ressources et à réduire surtout le gaspillage. Et la valorisation des ressources par l'économie circulaire représente une opportunité majeure, mais aussi un défi pour les entreprises. Donc forcément, on va être confronté aux bonnes pratiques et ce qu'on appelle la capacité pour les entreprises de pouvoir valoriser ces ressources à travers cette économie circulaire. Mesdames et messieurs, vous avez entendu à travers la première table ronde des bonnes pratiques en ce qui concerne un sujet de ces ressources, à savoir l'eau. Je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous et vous demander de, comme tout à l'heure, vous présenter l'entité ou les entités à laquelle vous appartenez. Je commencerai par Simounir El-Bari. On vous a entendu de l'autre côté de la salle. Maintenant, vous êtes sur scène. À vous la parole. Merci Simounir. J'ai remarqué qu'on a le même prénom. Mounir El-Bari, donc je suis directeur général de la société GPC Papier et Carton. Je suis aussi président de la COVAD. Je suis invité aujourd'hui en tant que COVAD. C'est la coalition de valorisation des déchets. Et je suis aussi président de la Fédération des industries forestières, des arts graphiques et de l'emballage de la CGM. Voilà. Merci beaucoup, Simounir. Madame Rabia Al-Janati, rapide présentation avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Bonjour tout le monde. Je suis Madame Janati Idrissi Rabia, chef de division développement durable au sein du ministère de l'Industrie. C'est Mohamed Zed. Alors, Mohamed Zed, je suis le head de sustainabilité de manufacturing du groupe OCP. Alors, sustainabilité dans l'entreprise, pour une entreprise, c'est l'environnement social et gouvernance. Donc, tous les sujets de l'environnement, sujets social et de la gouvernance. Manufacturing, donc la partie, tout ce qui est transformation du phosphate, donc la partie chimie au niveau du groupe OCP. Voilà. Merci d'être avec nous, de partager vos avis sur cette question très, très importante. Madame Hafsa Khalifi, vous êtes directrice, je vous laisse continuer sur la présentation. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Monsieur le Président, honorable assistance. Hafsa Khalifi, directrice de l'économie circulaire et de la lutte contre la pollution au sein du ministère de la Transition énergétique et du développement durable, l'autorité gouvernementale qui a la charge de mettre en place tous les outils économiques, sociaux et tous les moyens pour, avec bien sûr tous les partenaires concernés, pour assurer et mettre en place un environnement favorable pour la transition énergétique et aussi une transition progressive vers une économie circulaire. Merci beaucoup, madame. Merci de votre présence et des enregistrements que vous allez apporter tout à l'heure. Monsieur Driss Nahia. Bonjour, je m'appelle Driss Nahia, je suis directeur général de la société Polyclean. Polyclean œuvre dans l'excellence environnementale à travers 3 métiers, l'assainissement, le nettoyage industriel et la gestion des déchets, avec une approche circulaire, puisque nous essayons systématiquement d'extraire des déchets que nous collectons, qu'ils soient solides ou liquides, dangereux ou non dangereux, la fraction valorisable, soit sous forme matière ou soit sous forme énergétique. Merci beaucoup. Et du coup, c'est Adil Gulzim. Je ne sais pas si vous avez un micro. Un micro, écoutez, on va faire venir le micro. Allez-y. Bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Adil Gulzim. Je suis le directeur de la sustainability et des combustibles et matériaux alternatifs du groupe cimentier Ciment de l'Atlas. Ici, je suis présent en tant que coordinateur de la commission environnement de l'association professionnelle des cimentiers.
Merci beaucoup d'être avec nous. Je voudrais faire réagir Simone El-Bari sur le sujet, sur la problématique et son actualité, surtout sa pertinence. Là, on parle de valorisation des ressources au sens global du terme dans le cadre d'une économie circulaire. Quel est votre avis? Est-elle cruciale? Dans quel sens, surtout au sein de votre organisation et surtout au sein de votre fédération? Donc, bien sûr que le Maroc il est inscrit dans une dynamique mise en place de l'économie circulaire. Donc on passe du linéaire au circulaire. Et comme vous avez dit, Simone, tout à l'heure, l'économie circulaire, c'est un concept qui permet la réduction des déchets, des rebuts, et éviter le gaspillage en général. Aujourd'hui, nous sommes sur cette dynamique dans plusieurs secteurs au Maroc, dans plusieurs filières. D'ailleurs, la COVAD, qui a été créée en 2015 à l'aube lancement de la COP 21-22 pour accompagner l'organisation de la COP 22 à Marrakech à l'époque. C'est une coalition pour la valorisation des déchets. Et depuis, on milite en tant que think tank de réflexion pour proposer les meilleures dynamiques pour bien valoriser tous les déchets que génère le Maroc. Aujourd'hui, on parle de 26 millions de tonnes de déchets dans sa globalité, dont 7 à 8 millions de tonnes de déchets industriels en B2B qu'on devrait valoriser et qu'on devrait inscrire dans le cadre dans une d'économie circulaire, bien sûr durable et inclusive. La COVAD, d'ailleurs, sur ce panel, on est en force. Simone m'a donné l'occasion d'ouvrir le bal, malgré que je suis un mauvais danseur. Pas de souci. Mais tout le monde va passer par... La COVAD, Simone, c'est une coalition de partenariat public-privé où siègent aussi bien 3 ministères de tutelle, ministère de l'Intérieur, ministère de Transition énergétique et Développement durable, ministère de l'Industrie et du Commerce. D'ailleurs, Mme Janati, c'est une membre de la COVAD, Mme Hafsa Khalifi, c'est une membre de la COVAD, et Driss Nahia, c'est le vice-président de la COVAD. Donc, vous êtes en force. Voilà, donc... Voilà. Ouais, je me posais la question. Voilà, donc c'est pas la COVAD qui a organisé, c'est pas fait exprès, mais ça tombe très bien pour qu'on défende mieux nos intérêts en termes de valorisation des déchets au Maroc. Merci beaucoup. Du coup, comme vous avez cité Madame Rabia Al-Janati, qui est votre complice, donc du coup, elle a l'héritage du micro pour aussi se prononcer sur la question, sur sa pertinence et son actualité dans l'écosystème de notre pays, Madame. Merci beaucoup. D'abord, je vais remercier la FCP pour son invitation à ce panel pour partager un petit peu ce qui se fait au niveau du ministère de l'Industrie en matière de promotion de l'économie circulaire, bien sûr en collaboration avec tous les intervenants concernés par cette thématique. Notre souci à nous, c'est promouvoir l'économie circulaire et donc c'est promouvoir la valorisation des déchets pour mettre à la disposition de l'entreprise industrielle une matière première de qualité et une énergie de substitution, mais à prix compétitif. Comme vous le savez, le Maroc est importateur de la majorité de ces matières premières et l'accès de l'industrie à cette matière première recyclée et de qualité, ça va réduire les coûts de l'entreprise et donc améliorer la compétitivité. Donc notre souci à nous, c'est faciliter l'accès de l'entreprise industrielle à notre gisement de déchets et donc améliorer sa compétitivité et bien sûr son image de marque à l'international, notamment pour les entreprises qui exportent sur le marché extérieur. Donc dans ce cadre, nous, depuis le plan d'accélération industrielle, on a beaucoup travaillé avec les professionnels, les fédérations et les associations pour la construction des écosystèmes industriels. Et lors de la construction de ces écosystèmes, il y a, les professionnels ont soulevé la problématique de l'accès à la matière première qui facture beaucoup par rapport à l'entreprise industrielle quand elle est importée et subit des mouvements à l'international de prix. Et donc, on a mis en place plusieurs écosystèmes industriels de valorisation des déchets. On a mis, je vais citer quelques-uns, la valorisation des déchets de batteries usagées.
Il y avait l'écosystème de valorisation des déchets ménagers pour la transformation en RDF pour les cimenteries. Il y avait l'écosystème, la mise en place de l'écosystème de valorisation des déchets plastiques et autres. Donc, il y avait beaucoup d'écosystèmes de valorisation des déchets. Dans ce cadre, par la suite, on a noté un développement de mise en place d'une industrie de valorisation des déchets. Et on a noté maintenant, aujourd'hui, on a plusieurs entreprises au sein du Maroc qui transforment les déchets, notamment, je viens donner un exemple, les déchets de bouteilles en PET, en granulés alimentaires qui est exporté sur l'Union européenne et sur les États-Unis. Et on a des industries qui transforment les déchets ferreux, non ferreux aussi. Et on est en expansion, on est en développement. Et on est là pour inciter le secteur de la chimie et de la parachimie de promouvoir ce concept au sein de cette industrie qui est très importante et qui est liée à toutes les autres activités industrielles. Merci beaucoup, madame. Je reviendrai sur cette question. Allez-y, en 2 mots, parce qu'en fait, il y a une autre question qui viendra vers vous. Je voudrais juste faire réagir madame Hamsa Al-Khalifi, directrice de l'économie circulaire au ministère de la Transition énergétique, sur cette question-là, sa pertinence, son actualité au niveau des entreprises marocaines. Ce matin, on avait parlé de culture. D'ailleurs, dans le premier panel de culture, est-ce qu'il y a de la résistance par rapport à cette problématique-là? Je voudrais avoir votre avis sur cette question. Merci pour la question. Au fait, je voudrais d'abord commencer par la pertinence de la thématique. En fait, cette thématique, il s'impose au fait par sa pertinence, pas uniquement à l'échelle locale, mais au fait à l'échelle mondiale. En raison justement de la pénurie des ressources, de la surexploitation des ressources en eau et également à cause des changements climatiques. On assiste aujourd'hui à des phénomènes météorologiques, sécheresse, inondations, qui sont répétitifs et plus graves encore, impactant d'une manière très immense les ressources en eau. Aussi, la sécurité alimentaire étant menacée, on est aussi aujourd'hui dans l'obligation d'adopter une approche d'utilisation efficace des ressources en eau dans l'agriculture. Donc aujourd'hui, il est plus qu'indispensable au fait d'adopter une gestion durable des ressources en eau avec l'économie circulaire comme solution indispensable pour relever ce défi. Pourquoi l'économie circulaire? Parce que l'économie circulaire, c'est réduire, réutiliser, recycler. Appliquer à la gestion de l'eau, ça veut dire une utilisation plus optimisée de l'eau, tout en réduisant le gaspillage et en allongeant la durée de vie de chaque goutte d'eau. Ce qui revient à dire qu'on est obligé de recycler, plutôt être plus écologique dans l'utilisation des ressources en eau, aussi bien dans le secteur domestique, agricole et industriel, et aussi promouvoir le traitement et le recyclage dans le cadre d'une synergie intersectorielle pour qu'on puisse utiliser les eaux traitées dans l'irrigation, notamment le refroidissement et autres. Mais ces approches, au fait, pour ces approches, il y a des préalables, parce qu'il nous faut des technologies avancées et innovantes pour pouvoir s'approprier les technologies aussi pour la préservation et pour ne pas limiter la performance et la rentabilité de ces démarches, et également la lutte contre la pollution. Parce que toutes ces pratiques sont venues dans le programme lancé par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, le programme d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027. Mais ces approches, si on ne lutte pas contre la pollution, on pourrait être à l'origine de limiter la performance des technologies adoptées et aussi augmenter le coût de traitement. Mais voilà, ça c'est l'aspect. Merci beaucoup. Je reviendrai sur l'autre aspect parce que je voudrais faire
circuler la question au niveau des autres, notamment au niveau de Si Mohamed Z, qui est responsable du développement durable au niveau de l'OCP. La problématique, je pense, se pose avec beaucoup d'acuité et surtout de responsabilité. Madame a parlé de ce qu'on appelle la logique écosystémique, parce qu'en fait, c'est plusieurs paramètres qui sont concernés. Je voudrais que vous réagissiez par rapport à la pertinence de la problématique et comment elle est vécue au sein d'un grand groupe comme l'OCP. Hyper pertinente. Pourquoi? Vous savez que l'OCP travaille à l'échelle internationale. C'est un grand joueur. Et je n'exagère pas si je dirais c'est le leader mondial dans son secteur. Alors, parmi l'un des sujets principaux, je dirais, d'évaluation et de concurrence à l'échelle internationale, c'est la durabilité, c'est les sujets ESG, environnemental, social et de gouvernance. D'ailleurs, il y a des agences de notation à l'échelle internationale qui suivent les performances sur l'ESG. Tous les sujets environnementaux, effluents, déchets, eau, énergie, etc. Donc, c'est une problématique cosmopolite, grosso modo, donc elle est holistique, elle est systémique, donc on est à plusieurs niveaux. C'est ça. Absolument. Alors maintenant, l'un des outils, je dirais, essentiels et majeurs de la durabilité, c'est l'économie circulaire. Pourquoi? Parce que c'est à travers l'économie circulaire qu'on va jouer sur la performance sustainabilité. Et donc, si je prends, et en particulier le sujet de l'eau, le sujet de l'eau, que ce soit sur le plan, parce que c'est un sujet national, stress hydrique, etc., mais aussi, si on parle de changement climatique, pour s'adapter, pour tout ce qui est effort d'adaptation au changement climatique, le sujet de l'eau, l'un des leviers majeurs sur lesquels on travaille. Et tous les sujets, donc, que ce soit les changements climatiques, le carbone en particulier, l'eau, l'énergie, l'environnement, etc., on utilise l'économie circulaire pour améliorer nos performances environnementales. C'est un réflexe, et comme vous l'avez dit, l'OCP est un grand joueur, acteur au niveau mondial, donc forcément elle est connectée à une sphère internationale qui a des exigences très fortes, donc il doit aussi quelque part aller sur le même rythme d'exigence. C'est Adil. Vous êtes de la commission environnement de l'APC. Votre réaction par rapport à la problématique, vous avez posé une question tout à l'heure très pertinente. Et les COVAD aussi. Bon, écoutez, vous deviez porter, comme on parle d'équipe et de joueurs, donc la tenue de la COVAD. Merci d'être en présence et surtout en force. Mounir, vous êtes fier de présenter les... Ouais, parfait. Oui. C'est pour vous perturber, vous avez remarqué ça. Il n'y a pas de souci. Donc, très bien. Donc, pour le ciment, le secteur du ciment, la circularité, bien entendu, est un enjeu vital. Pourquoi? Parce que nous sommes un secteur qui est fortement consommateur de matières premières et qui est aussi fortement énergivore. Donc, en ce qui concerne les matières premières, nos matières premières, ce sont essentiellement les gisements de calcaire et les gisements d'argile auxquels sont adossés nos cimenteries. Ces gisements, bien entendu, sont finis, ne sont pas infinis. Et donc, toute matière de substitution susceptible de remplacer, ne serait-ce que partiellement, ces gisements de matière représente un enjeu de durée de vie de nos usines. Ça, d'une part. D'autre part, il y a l'aspect énergétique. Donc, nous sommes un secteur fortement énergétique, comme je l'ai dit. Donc, nos coûts de revient sont... l'énergie dans notre coût de revient, elle représente 50 à 60% de ce coût-là. Et donc, cette énergie que nous utilisons, elle est essentiellement importée de l'étranger. C'est une énergie qui est fossile. Et donc, nous travaillons pour substituer une partie de cette énergie avec des sources alternatives. Et donc, parmi les sources alternatives qui sont fortement mobilisées, ce sont les combustibles qui sont produits à partir des déchets. Donc, il y a les RDF qui ont été mentionnés précédemment, mais il y a aussi la biomasse, il y a les déchets industriels, et il y aura bientôt, dans les 2 années qui viennent, il y aura des combustibles qui seront bientôt produits à partir de nos décharges. Donc, actuellement,
ce qu'on peut dire, c'est que 22% de notre énergie, de notre besoin énergétique, sont satisfaits par les déchets. Notre ambition, c'est de dépasser 50% de cette fraction-là à l'horizon de 2050. Et donc, voilà. Sinon, pour le volet matières premières, donc, il y a aussi des résidus d'autres industries, telles que les centrales thermiques. Donc, en l'occurrence, ce sont les cendres volantes qui remplacent une partie de notre clinker et par conséquent de nos matières premières et qui nous permettent de produire un ciment qui respecte toutes les normes de performance qui sont requises, mais en consommant moins de ressources et de matières premières. Merci beaucoup, Saadil. Je voudrais, sur cette question, interpeller le dernier intervenant. Je précise sur cette question, c'est Driss. Vous êtes avec nous. Je voudrais votre sensibilité exprimée sur cette problématique de valorisation qui se pose certainement avec votre poste de directeur général, avec acuité au niveau des partenaires et des membres d'ailleurs de votre fédération. Donc, par rapport à la thématique qui est proposée, et donc sa pertinence, je dégagerai 3 points. L'économie circulaire et l'efficacité hydrique sont des leviers cruciaux, bien sûr, s'ils sont menés à bien et structurés pour répondre aux défis environnementaux et climatiques auxquels le Maroc est confronté, notamment la raréfaction des ressources en eau et la gestion de déchets, puisque le Maroc produit annuellement plus de 8 millions de déchets ménagers, dont seulement 11% qui sont valorisés, et la totalité est enfuie dans des décharges plus ou moins contrôlées, et 7 millions de tonnes de déchets qui proviennent de l'industrie, dont 2 millions de déchets qui sont dits dangereux et dont seulement 8% qui sont collectés et traités actuellement. Cette thématique s'aligne aussi sur les engagements du Maroc en matière de durabilité, tels que la stratégie nationale de développement durable, la stratégie bas carbone. Aussi, la thématique rejoint également les efforts mondiaux pour atteindre les objectifs de développement durable, notamment l'objectif 6 qui concerne l'eau propre et l'assainissement, et l'objectif 12 qui est la consommation, qui promeut en fait la consommation et production responsable. Donc, au sein de notre organisation, comme j'ai expliqué tout à l'heure, comme je suis un acteur dans la valorisation et le traitement des déchets, notre approche donc, est basée sur la circularité des déchets. Et à ce titre, par exemple, tous les déchets solides que nous collectons et qui ne peuvent pas être valorisés sous forme de matière sont formulés en combustible solide de récupération et utilisés actuellement en four de cimenterie. Il y a un autre volet, c'est le volet aussi innovation. Nous avons aussi développé des solutions pour traiter les médicaments périmés avec un propre brevet. Nous travaillons aussi actuellement pour développer une technologie marocaine pour le traitement de l'exivia. Le lexivia, donc, c'est le jus des déchets. Il y a plusieurs millions de tonnes au Maroc. En fait, ce lexivia marocain est issu des déchets malheureusement ménagers et industriels. Donc, les technologies importées ne peuvent pas être directement opérationnelles. Et notre objectif, c'est de trouver des solutions propres marocaines avec un coût économiquement viable. Tout à fait. Merci beaucoup. Je voudrais recommencer par Simonir et son équipe. Vous êtes fiers de votre équipe qui est avec vous aujourd'hui sur les perspectives, parce qu'on a entendu parler d'innovation. Il y a une problématique qui est systémique, parce qu'on ne peut pas parler de valorisation de ressources s'il n'y a pas une implication à plusieurs niveaux, s'il n'y a pas cette culture de changement, parce qu'en fait, il y a des fois des foyers de résistance au sein de certaines industries, de certains secteurs. Simonir, votre avis et surtout quelle priorité si on envisage l'avenir, sous quel format et avec quelle perspective? Je pense qu'aujourd'hui, il y a lieu de mettre en place une industrie verte qui pourrait tirer tout le secteur de la collecte vers le haut.
Aujourd'hui, on est à un taux de collecte qui reste très faible. Je pense à peu près 12%, entre 12 et 15 à peu près, pour tous les matériaux, versus des pays qui sont arrivés à 50 ou 60%. Il y a beaucoup d'efforts à faire. Et pour cela, une industrie verte qui va réutiliser ou bien qui va recycler ces matériaux pourrait tirer tout le secteur de l'amont en haut. Maintenant, il y a tout un travail pour l'accès au gisement, problème de décharge, tout cela. Mais si on valorise d'abord en matière et puis en énergie, au lieu d'enfouir ou bien d'incinérer, c'est vraiment un pas vers une meilleure réutilisation ou bien c'est-à-dire la bonne pratique, quoi. Vous partagez le point de vue de ces Driss quand il parle de solutions marocaines, en parlant d'Exivia et puis de ces décharges publiques qui certainement ont des impacts très forts sur la qualité de vie de nos concitoyens, des solutions marocaines? Ben oui, justement, l'Exivia, c'est ce qu'on appelle le jus des décharges qui rentre dans la phréatique et qui vraiment pollue l'eau à travers la première couche de la nappe phréatique. Vraiment, c'est une adjonction entre le stress hydrique et la gestion des déchets. Maintenant, bien sûr que si la collecte se fait en amont, il y a le tri sélectif, si vraiment on travaille sur la valorisation des déchets, on va éviter à ce que nos poubelles soient mélangées entre déchets organiques, déchets solides, tout ça. C'est les déchets organiques et les déchets des ménages qui génèrent les eaux qui donnent après le Lexivia. Je voudrais juste rebondir sur un point, Simonir. C'est dans l'industrie du papier et du carton, il y a un pont entre le premier panel et le deuxième panel, puisqu'il y a la circularité aussi bien pour l'eau que pour les déchets. Les déchets sont recyclés pour donner une second life, une deuxième vie au produit, pour fabriquer un papier à partir des déchets de papier, mais aussi, vu que c'est une industrie qui consomme beaucoup d'eau, l'eau est recyclée pratiquement à 80%, c'est que les 20% qui sont rejetés, qui sont traités dans des stations d'épuration avant rejet. Là aussi, la problématique de l'eau, plusieurs sociétés sont en train de mettre en place des systèmes de management de l'eau pour être certifiés, comme a dit tout à l'heure Sustainable, la ISO 46001. Donc on invite toutes les sociétés marocaines à s'inscrire dans cette dynamique pour participer au stress hydrique. Voilà, à la réduction du stress hydrique. Merci beaucoup. J'ai vu Madame Janetti tout à l'heure sourire quand il a entendu parler de jus. Du coup, vous m'avez interpellé, chère madame, pour vous poser la question sur les perspectives. Est-ce que la question du jus ne vous a peut-être pas beaucoup plu? Rapidement, allez-y, à vous la parole. Moi, je vais rebondir sur ce que ça a été dit pour le développement d'une industrie verte. En effet, le ministère ambitionne d'accélérer la transition verte de l'industrie marocaine. Et qui dit transition verte, donc dit valorisation des déchets, efficacité d'utilisation dans l'énergie et dans l'eau, beaucoup de thématiques introduction des énergies renouvelables, etc. Moi, je vais me limiter dans la valorisation des déchets. Nous, pour développer cette industrie verte, le ministère a mis en place un appui financier pour accompagner les projets d'investissement dans la mise en place de projets d'investissement qui intègrent ou qui opèrent dans tout ce qui est durable. Donc, les projets d'investissement dans la valorisation des déchets, on a à peu près accompagné, dans le cadre de cette croissance verte, près d'une quarantaine de projets d'investissement dans la valorisation des déchets. Puis, on a mis en place le programme Titouir Innovation, dont M. Nahia a parlé, et qui appuie financièrement aussi les projets innovants, qui apportent des solutions innovantes pour traiter les déchets, les Lexivia, c'est les jus dont il a parlé, et autres. Aussi, c'est-à-dire l'ambition du ministère, c'est il y a des défis
à cette transition, cette accélération, parmi lesquels on peut, le ministère, c'est-à-dire note la réglementation. Donc il faut qu'avec nos collègues, notamment le développement durable, l'intérieur, les départements ministériels, c'est-à-dire mettre en place la loi 2800 qui est en cours d'amendement et qui va ouvrir le marché des produits recyclés. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas utiliser certains produits recyclés au Maroc. Et donc, l'ouverture, il faut ouvrir le marché aux produits recyclés pour inciter les gens à investir au Maroc. Il faut réguler le marché. Aujourd'hui, nous, on est en train, sur demande des professionnels, d'interdire l'export de certains déchets. Le papier carton, il est interdit à l'export. Ça a été cité d'ailleurs ce matin par Exactement. Monsieur le Ministre. Monsieur le ministre l'a souligné. Et donc, et d'autres, il y a les droits de douane aussi sur lesquels on doit travailler pour faciliter l'importation des zones franches, etc. Merci beaucoup, Rabea. Ravi d'avoir cette précision parce qu'il faut insister sur le cadre juridique parce qu'il peut être un levier justement d'investissement. Je voudrais avoir l'avis de Hafsa aussi. Il nous reste 15 minutes à peu près pour qu'on puisse clore et donner de la parole à la salle. Je voudrais qu'on invite Monsieur le Président pour le mot de clôture, qu'il ne soit pas très loin de notre espace. Allez-y, Hafsa. Alors, merci Monsieur l'animateur, mais je vais me permettre, avant de parler justement des stratégies et du cadre juridique, rapidement d'apporter une petite précision parce que c'est un constat que j'ai constaté lors du premier panel et aussi lors des interventions. L'économie circulaire, ce n'est pas la valorisation des déchets, c'est une composante. Je veux économiser les ressources, ce n'est pas au sein de mon industrie. Je dois avoir une vision intégrale, la consommation de mon produit, produit, quel que soit le produit, pendant le processus de conception, l'utilisation et une fois devenu déchet. C'est ça la vision de l'économie circulaire, c'est le cycle de vie de produits. Merci. Pour revenir sur tout ce qui est stratégique et juridique, le Maroc, alhamdoulilah, aujourd'hui, il dispose de tous les référentiels nécessaires pour instaurer une économie circulaire adaptée au niveau national. Donc, on est en train, en général, au ministère, avec les autres départements, on est en train de travailler sur les outils nécessaires, notamment l'amendement, comme il a été dit, la loi 28 pour intégrer les pratiques de l'économie circulaire, une ébauche de loi sur l'économie circulaire, la responsabilité élargie des producteurs et autres. Je vais en répondre s'il y a nécessité aux questions, vu la contrainte du temps. Merci beaucoup. Il y aura certainement occasion d'échanger avec la salle sur là-dessus. Cédric, le micro est à vos côtés. Si vous pouvez, bien sûr, nous enrichir sur les perspectives et surtout les priorités pour que nous puissions parvenir, comme l'a dit Madame, à cette économie circulaire qui est holistique, qui est systémique, qui n'est pas forcément le recyclage. Bien sûr, là, en termes de perspectives offertes par cette thématique peuvent être immenses. En termes d'opportunités, je pense qu'il faut développer des technologies de pointe en matière de traitement et réutilisation des eaux usées. Bien sûr, il y a déjà des expériences à Rabat, à Casa, avec des stations d'épuration, avec réutilisation d'eau pour l'arrosage. Je pense qu'il faut intégrer davantage la valorisation des déchets dans les modèles d'affaires industrielles. Et là, je lance un appel à toute l'industrie de la chimie pour confier leurs déchets à Polyclean dans le cadre d'une vraie économie circulaire, puisqu'il y a 1200 sociétés, donc je pense qu'il y a à faire. Accroître aussi les partenariats publics-privés. Vous avez la réponse du président de la pour fédération. Financer les infrastructures, mais en revanche, il y a un risque si aucune action structurante n'est entreprise. Le Maroc pourrait faire face aussi à des crises plus graves liées à la pénurie d'eau et à l'accumulation des déchets. Merci beaucoup, Cédric. Du coup, j'interpelle Si Mohamed Zad. Je voudrais que vous réagissiez par rapport à cette problématique de perspective. Il y a une dimension holistique, il y a des paramètres, il y a des enjeux de culture et des enjeux d'écosystémie, c'est-à-dire d'impliquer plusieurs acteurs. Madame a parlé du cadre juridique. Quelle est votre perception en tant qu'acteur majeur de l'OCP par rapport à ces priorités, à cette perspective qu'il faut envisager un certain temps? Si vous voulez prendre un micro, c'est encore mieux. Allez-y. D'abord, si vous permettez, je veux juste revenir pour donner, parce que dans tous les cas, ma participation aujourd'hui,
c'est une occasion pour partager certaines bonnes pratiques de Absolument. l'OCP, Absolument. surtout en matière d'économie circulaire. Ce matin, on a parlé dans le premier panel sur le sujet de l'eau avec Ahmed Zneber. Mais c'est notre scope, ça touche plusieurs volets, pas uniquement l'eau. Hein. L'eau, on a parlé ce matin des boues activées. Nous travaillons au niveau de l'OCP sur la valorisation des boues, sur différents sujets, pour nos steps que nous gérons sur nos sites, mais également ça peut aboutir à une solution qui peut être adaptée à l'échelle nationale, que ce soit sur le volet énergétique ou compostage ou utilisation directe en se basant sur des benchmarks, sur des recherches par l'université Mohamed VI, etc. Alors sur le volet énergie, l'OCP s'est engagé à utiliser 100% d'ici 2027 de l'énergie propre. Et ça, il y a tout un travail qui est derrière, il y a toute une feuille de route basée principalement sur l'utilisation de la cogénération, mais également des stations, enfin des centrales solaires et éoliennes, donc tout ce qui est énergie renouvelable, mais également sur l'efficacité énergétique. Il y a tout un travail d'efficacité énergétique qui est mis en place. Qui est transversal, au fait, globalement. Globalement, à l'échelle de l'OCP. Sur le volet, je dirais, déchets, il y a plusieurs, je dirais, réalisations concrètes, innovantes qui ont été réalisées. Il y avait des années, on parlait, d'ailleurs, on travaillait avec nos collègues des cimentiers pour valoriser certains déchets. Mais tout ce qu'on ne peut pas le traiter ou le valoriser, on pensait à le stocker dans des décharges contrôlées. Maintenant, la notion de décharge contrôlée n'existe plus parce que tous les déchets sont des ressources. Et donc, il y a plusieurs solutions qui ont été mises en place, que ce soit en interne par des initiatives en interne, par les chercheurs universitaires ou en collaboration avec l'écosystème, par des petites entreprises dans les régions là où l'OCP opère et donc pour développer l'écosystème. Aussi, il y a quelques années, on parlait des émissions de fluor dans la cheminée. Maintenant, la fluor, c'est une ressource. Il se trouve dans le phosphate, on l'a perdu. Maintenant, on parle de la production du HF qui est quelque chose de commercialisable, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont des projets concrets et qui apportent de la valeur ajoutée et c'est des business qui sont développés au sein de l'entreprise à travers la récupération, ce qu'on considérait comme effluent, comme déchets, Merci, Si Mohamed. Vous nous avez apporté cet éclairage très pertinent sur cette multidimensionnalité. Vous êtes acteur sur plusieurs sujets. Il y a même l'implication de l'université Mohamed VI pour qu'elle injecte des savoirs et des connaissances. Vous êtes plusieurs à aborder cette problématique qui est effectivement holistique et vous abordez plusieurs sujets. Donc, vous avez parlé de la gestion de l'eau, il y a aussi l'ensemble des autres déchets. Donc, ce qui fait que l'OCP agit d'une manière pertinente sur plusieurs volets, et c'est ce qui fait d'ailleurs cette valorisation qui est circulaire. Pardon. La partie carbone, par exemple, ce qui est un sujet d'actualité, tout à fait. L'OCP s'est engagé officiellement, d'ailleurs vous pouvez le trouver sur son site internet officiellement, on s'est engagé sur la neutralité carbone scope 1 scope 2 2030. Parfait. Et sur l'ensemble des 3 scopes 2040. Il y a derrière toute une feuille de route, une stratégie, des plans d'action pour le captage du carbone, pour la réutilisation du carbone, parce que finalement, on peut le valoriser, etc. etc. C'est pour ça que vous avez dit tout à l'heure, vous êtes un grand joueur, donc maintenant vous l'attestez à travers ces arguments. Le mot de la fin sur cette question à Adil, vous avez perdu votre micro, je crois. C'est Mounir qui l'a piqué. En 2 mots, avant que j'interpelle la salle sur 1 ou 2 questions et laisser le mot de clôture à Monsieur le Président qui patiente avec nous. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'être avec nous. C'est Adil, à vous la parole.
Bien. Donc, moi, je rebondis sur l'intervention de M. Z concernant la décarbonation, qui est un sujet majeur pour le secteur du ciment. Pourquoi? Parce que nous représentons tout simplement 7 à 8% des émissions mondiales. Au Maroc aussi, on est dans le même ordre de grandeur. Et donc, la décarbonation est devenue un enjeu vital pour notre secteur. C'est devenu tellement vital que l'accès au financement pour nous développer, il est conditionné par cette décarbonation et que tous les acteurs au niveau du Maroc ont pris des engagements, aussi bien à l'international qu'au niveau national, de décarbonation. Il y a le net zéro à l'horizon 2050, il y a des objectifs de réduction qui sont fixés à l'horizon 2030. Et d'une manière globale, le secteur dans sa totalité, il est en train de finaliser sa roadmap de CO2 avec des objectifs 2030 et 2050. Alors maintenant, dans ce chemin vers la décarbonation, il y a l'économie circulaire qui représente un levier qui est très important, pour ne pas dire le plus important. Donc aujourd'hui, notamment sur la partie énergétique, il y a les déchets qui remplacent l'énergie fossile. Ces déchets contiennent un carbone biogénique qui est considéré comme neutre en émissions de CO2. Et donc tout ça contribue à notre décarbonation. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est tout simplement l'accès au gisement. Donc on a fortement investi dans nos usines. Il faut dire que pour valoriser ces déchets dans nos usines, ce n'est pas juste les ramener et les balancer dans les fours de cimenterie. C'est des investissements de plusieurs millions d'euros dans chacune de ces cimenteries. Aujourd'hui, ces investissements ne marchent pas, ne sont pas saturés, ne marchent pas à leur pleine capacité, tout simplement par manque de ressources. Pourquoi il y a ce manque de ressources? Parce que le gisement, il est éparpillé, il est dominé par l'informel, et aussi parce que le coût d'accès à ce gisement, il est prohibitif. Donc, pour qu'on puisse y accéder, il faut qu'à minima, il faut qu'il soit compétitif par rapport au coke de pétrole, qui est l'énergie fossile que nous utilisons. Donc, il y a tout un travail qui est en train de se faire pour développer des filières locales, les déchets ménagers dont j'ai parlé, etc. Mais je voudrais rebondir sur l'intervention de Monsieur le ministre de tout à l'heure pour dire que nous avons aussi besoin de compléter par de l'importation des déchets, ne serait-ce que pendant le temps que ces filières dont nous avons besoin se mettent en place. Merci beaucoup. Merci beaucoup sur ces mots. Vous avez enrichi le débat par l'insertion de cette problématique de la décarbonation qui est une exigence maintenant pour nos industries, surtout nos industries exportatrices. Je voudrais, comme l'a souhaité Monsieur le Président, savoir si c'est une question ou deux au niveau de la salle, avant qu'on donne la parole. Allez-y, monsieur. Ah, monsieur le docteur, vous êtes toujours là. Vous n'allez pas nous faire une conférence, c'est une question, j'ai précisé. Hein, donc, une question, voilà, parfait. C'est difficile de quitter la scène, monsieur le docteur, n'est-ce pas? Voilà, là, je suis toujours là. Alors, tout d'abord, je voulais féliciter ce panel qui est très riche et très dynamique. Moi, j'ai une question parce que j'ai entendu parler des bienfaits du bilan carbone et la décarbonation. Donc là, je suis attiré, c'est pour cette raison que je pose cette question. Et je suis très content. D'ailleurs, je suis au courant que l'OCP est en avance sur beaucoup de choses, le bilan carbone, la certification, parce qu'à un certain moment, j'étais auditeur. Donc, du coup, on comprend que la question est posée à l'OCP. Oui, entre autres. Entre autres. Pourquoi je voulais poser cette question? Parce que nos entreprises, je dirais, de chimie, s'inquiètent de comment calculer le bilan carbone, lancer la décarbonation, etc., etc. Et moi, je sais qu'il y a une bonne avancée au sein de l'OCP. D'ailleurs, ils n'ont pas fait que le bilan carbone, ils l'ont même fait vérifier pour vous dire le niveau qu'on peut arriver. C'est-à-dire, comme une norme, tout à l'heure, on a parlé de 46001, on a dit qu'il faut la mettre en place. Ensuite, on peut aller jusqu'à la certifier. Donc, moi, j'ai envie de poser la question à M. Z pour lui dire, s'il vous plaît, quelles sont les recettes, comment vous avez fait, grosso modo, pour attirer votre équipe et calculer le bilan carbone et lancer la décarbonation? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième, moi, je dis toujours, avant de décarboner, il faut savoir qu'est-ce qu'on va décarboner. Donc, on fait un bilan carbone. Est-ce que c'est ça ce que vous avez fait ou bien vous avez utilisé une autre méthode originale? Vous avez dit question, on se retrouve avec deux questions. Oui, allez-y, ils sont liés. Non, vous nous rendez le micro parce que vous êtes capable par la suite de reposer notre question. Ouais. Comme ça, on est sûr. Allez-y, monsieur. Alors,
La question du bilan carbone, c'est très ancien à l'échelle de l'OCP. On a commencé à faire nos bilans carbone depuis 2009, je me rappelle. On a développé un outil pour le calcul et faire le bilan. Et à partir de 2014, on a commencé à vérifier par des auditeurs confirmés internationaux notre bilan carbone. On a commencé par tout ce qui est scope 1, scope 2. On n'a pas touché à l'époque scope 3 parce qu'il n'était pas obligatoire et c'était très difficile à l'époque. Alors, à partir de 2018, on a intégré le scope 3 pour à la fois faire notre bilan en amont, upstream et en aval. Donc, tout ce qui est matière première, tout ce qui est émanation des gaz à effet de serre au niveau de l'utilisateur final, chez le fermier qui va utiliser l'engrais azoté. Il y a le N2O qui est dégagé par les engrais et donc ça rentre dans le bilan, etc. Et ça a été vérifié par des auditeurs externes, etc. Alors maintenant, il y a déjà bon, je dirais le moteur qui a poussé à tout ça, surtout dernièrement dans la neutralité carbone, etc. Il y a un aspect réglementaire parce qu'on se prépare au marché européen qui impose des taxations. À partir de 2026, il y aura obligation de payer des taxes pour le secteur d'engrais azotés. Ce n'est pas l'ensemble des engrais. Et donc, il fallait travailler sérieusement sur la question. Mais aussi parce que c'est une opportunité pour l'OCP de mettre sur le marché des produits premium green. Parce que c'est la tendance aussi. Donc, il y a du business derrière. Il n'y a pas uniquement... Parce que vous savez combien on rejette l'OCP du carbone. Ce n'est pas quelque chose... Vous savez que l'Afrique tout entière, elle rejette même pas 5% des émissions carbone à l'échelle internationale. Donc les pays industriels... Mais c'est une opportunité déjà pour migrer vers tout ce qui est énergie renouvelable. Et donc... c'est à saisir une occasion, mais aussi c'est de mettre sur le marché des produits green. Et donc, il y a un business derrière. Merci beaucoup, Si Mohamed, parce qu'en fait, je suis en dépassement de 3 minutes. Je voudrais inviter Monsieur le Président pour la photo, sous vos applaudissements avec le panel.